Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. C'est la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France qui nous relaient, qui nous rediffusent et avec TV5 Monde. Voilà, dans un instant c'est le JT des territoires, je vais vous y retrouver et à 8h c'est l'invité politique de Territoire d'Info, c'est François Patria, le président du groupe La République En Marche, qui est sénateur de la Côte d'Or, qui sera notre invité politique à 8h. Tout de suite c'est le JT des territoires, dans un instant, à tout de suite. Alors qu'on se dirige vers un retour progressif à la normale aujourd'hui, en cette période de grève SNCF, difficile pour certains de se rendre au travail. Alors pour éviter de perdre un jour de congé ou de RTT, pourquoi ne pas télétravailler ? Le télétravail se généralise dans les entreprises, même s'il nécessite un peu d'organisation. Démonstration avec Sébastien Côté de Via Grand Paris. Du coup, je vous montre notre salle de travail. Dans cette entreprise d'informatique, c'est jour de grève. Cédric Carvalho est chef de projet au sein d'une équipe de 8 personnes. Aujourd'hui, les bureaux sont vides. Pourtant, les salariés sont bien là. Il y en a pas mal qui sont en télétravail, donc il n'y a qu'Olivier et moi qui sommes là. Mais chacun a son poste attribué et tout le monde peut télétravailler en direct depuis la télé. Ils sont 5 développeurs à travailler de leur domicile. L'entreprise a mis au point un système de visioconférence élaboré. À tout moment, ils peuvent se connecter et se déconnecter. On les voit grâce à leur webcam et eux peuvent nous voir grâce à 2 systèmes de webcam. Le premier, ce que vous pouvez voir là, qui va filmer l'ensemble de la salle. Et puis on peut switcher quand on veut leur parler individuellement ou s'approcher du canapé. On peut changer de point de vue. Dans ce cas-là, quand vous êtes sur le canapé, vous pouvez vous asseoir et leur parler en mode un peu plus resserré. Et là, ils peuvent voir l'ensemble de la salle. Le télétravail est généralisé depuis 1 an et demi. Le système a été perfectionné avec le temps. Son, images, c'est comme si les salariés étaient présents physiquement dans la salle. Par exemple, on a 2 micros dans la salle de conférence là, qui captent les sons de différents endroits, donc ça permet aussi d'avoir un bon son lorsqu'on est en conférence. On a rajouté une webcam au fur et à mesure, puisqu'on se rendait compte que justement c'était pratique d'avoir une double vision sur la salle suivant les situations. Gilles et Vandril vivent à plus de 2 heures de Paris en transport. Un temps de parcours qui peut se rallonger pendant les grèves. Grève, donc je reste chez moi, mais quand la situation le permet ou quand il n'y a pas de problématique ou de réunion client, si je peux, je reste chez moi. Si c'est en accord avec tous les membres de l'équipe, on peut travailler chez soi. Je suis plus productif que si je devais faire 5 heures de transport par jour, ça c'est sûr. En France, près de 17% des actifs télétravaillent une journée par semaine. 222 villes moyennes vont bénéficier du plan du gouvernement pour la revitalisation des centres-villes. Elles bénéficieront d'un plan d'aide de plus de 5 milliards d'euros sur 5 ans, alors que le Sénat a également fait part de ses préconisations. Cécile Sixou pour Public Sénat nous l'explique. Des vitrines vides, des rideaux baissés, des habitats délabrés. 600 villes en France sont aujourd'hui touchées par un mal français, la désertification de leur centre-ville. Pour y remédier, le gouvernement propose un plan, 5 milliards d'euros pour 222 villes moyennes sur 5 ans. Pas suffisant pour le sénateur Rémy Pointreau, co-rapporteur d'un groupe de travail sur la revitalisation des centres-villes. 200 villes, c'est très peu par rapport aux 600 ou 700 villes qui sont en difficulté dans notre pays, sur le territoire national, et que les 5 milliards d'euros, j'ai peur que ça soit aussi du recyclage. Est-ce que ça sera suffisant ? Parce qu'on reprend déjà des fonds existants, qu'on remet dans le circuit. Moi, je pense que c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Être à la hauteur de l'enjeu, les sénateurs de la mission sur la revitalisation travaillent depuis 9 mois sur le sujet et après des dizaines d'auditions et déplacements, ils comptent faire une proposition de loi. La différence du travail que nous faisons au Sénat, c'est que nous essayons de mettre en place un mouvement structurant pour les centralités. Je crains que ce plan cœur de ville du gouvernement
se cantonne dans le correctif. Revoir les normes pour faciliter la rénovation de l'habitat, créer des outils pour moderniser le commerce ou encore rectifier les règles d'installation commerciale. Voilà quelques pistes envisagées par les sénateurs. Ils présenteront leurs propositions de loi le 19 avril prochain. Ça concerne nos écoliers, mais aussi les parents. La semaine de 4 jours et demi dans les écoles primaires bretonnes, c'est presque fini. Le président Macron a laissé le choix aux communes de revenir à 4 jours d'enseignement et la grande majorité des villes bretonnes ont fait ce choix pour le mois de septembre prochain. Un choix qu'elles devaient communiquer à la mi-mars. La réforme des rythmes scolaires adoptée en 2013 aura tourné court. Fanny Cocognier pour TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme. À la rentrée prochaine, les enfants de cette école lorientaise n'iront plus en classe le mercredi matin. Lorient, comme 95% des communes du Morbihan, a fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours. La municipalité était pourtant favorable à la réforme des rythmes scolaires. C'était une très bonne idée, 4 jours et demi. Mais en fait, on s'est aperçu que ça posait de grosses difficultés, notamment au niveau des ressources humaines. On avait quand même du mal à recruter le nombre d'animateurs suffisant pour 3 fois 1 heure. L'autre argument, c'est aussi le fait que l'enseignement privé n'est pas suivi sur 4 jours et demi. Donc on se retrouvait avec un manque d'homogénéité de propositions au niveau scolaire sur la ville. La FCPE, organisation de parents d'élèves, regrette de voir des obstacles d'ordre organisationnel l'emporter sur des choix pédagogiques. C'est une vraie déception, une vraie tristesse. La 5e matinée, elle est essentielle pour les enfants. On l'a dit, on le répète, c'est le temps du français, des maths, des apprentissages fondamentaux qui est gâché, qui est perdu là. Voilà, les 4 jours, on sait que c'est le pire des rythmes pour les enfants. Dans le Morbihan, 9 communes ont fait le choix de rester à 4 jours et demi. Parmi elles, Lanester. Convaincue du bien fondé de la réforme, la 3e ville du département l'avait appliquée dès 2013. À la rentrée prochaine, les temps d'activité périscolaire seront toujours proposés de 16h à 17h. C'est un vrai choix politique. Pourquoi c'est un vrai choix politique? Parce que c'est aussi un choix financier. D'une part, il y a le rythme scolaire sur 4 jours et demi, et d'autre part, à la fin de chaque journée, il y a ces temps d'ateliers périscolaires gratuits. La mise en œuvre des temps d'ateliers périscolaires, au niveau du budget, c'est 300 000 € par an. Ça veut dire qu'il y a un engagement de la ville pour mettre en œuvre ces ateliers. L'État et la CAF accompagnent la ville à hauteur de 150 000 € par an. L'an prochain, Lanester continuera de bénéficier d'une aide pour la mise en place d'étapes. On va s'élever dans les étoiles. Mars 2020, nouvel objectif de la NASA pour sa prochaine mission d'exploration. Un nouveau robot sera déposé sur la planète rouge et c'est un laboratoire bordelais qui a conçu la caméra qui l'équipera. Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. La maquette donc, de Mars 2020, donc du robot qui aujourd'hui s'appelle Mars 2020, mais dès qu'on aura le feu vert pour décoller, il aura son petit nom. L'ancien s'appelait MSL, il s'appelle Curiosity maintenant, et le prochain Mars 2020 aura son petit nom. Voilà, donc maquette à l'échelle 1, et on voit la grandeur, à peu près à 2,50 m de tout le système. C'est un véhicule qui fait 1 tonne, et qui est capable d'aller sur Mars et de vivre, d'explorer la planète pendant des dizaines d'années, tant que ça ne tombe pas en panne. Présenté grandeur nature dans le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, le nouveau rover de la NASA qui décollera pour une nouvelle mission sur Mars en 2020 en impose. Mais c'est sa caméra qui est le centre névralgique de cette mission et elle a été conçue par les équipes de chercheurs français à travers 7 laboratoires, dont celui de Bordeaux qui a programmé le pilotage des instruments. La partie logicielle pilotage est vraiment très importante puisque c'est ça qui donne un petit peu l'intelligence de l'instrument. C'est-à-dire que faire une image couleur, c'est pas un problème. Maintenant, nous, on est capable de l'analyser à bord et de dire que cette image, elle est meilleure que celle d'après. Et donc, on arrive à faire comme ça des meilleures focalisations. Donc, on fait de l'autofocus avec l'imagerie, on fait de l'analyse spectrale, on fait des choses comme ça directement à bord. Et le pilotage, vraiment, est très important au niveau de l'instrument. Ici, on n'en est pas à son galop d'essai puisque la Supercam s'appuie sur celle réalisée par le même laboratoire bordelais, la Chemcam, qui équipe le robot Curiosity qui évolue toujours sur la planète rouge. On dit voilà, ce qu'on sait faire, on le fait pareil. Chemcam, on refait, mais on met de la couleur, donc on fait une analyse couleur. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une analyse couleur parce qu'en fait, on s'adresse à des géologues. Nous, on est astrophysiciens, les gens sont astrophysiciens, mais quand on présente des cailloux à des géologues, si on leur présente en noir et blanc, ils sont un peu perdus parce que sur Terre, vraiment, c'est de la couleur. Donc on a mis un capteur couleur et après, on met une analyse qui est complètement différente. On met une analyse
Maintenant, on vient non plus exciter la roche, mais on vient plus exploser la roche, mais on vient exciter la roche, et donc on vient faire une analyse plus biologique. Voilà. Donc l'objectif de la prochaine mission Mars 2020 qui part, comme son nom l'indique, en 2020, c'est d'arriver sur la planète Mars. On a à peu près un an et demi pour trouver les échantillons dans la roche, dans les glaces, dans les cailloux, dans tout ce qui est à notre disposition, des échantillons qui pourraient contenir de la vie passée de Mars il y a 3,5 milliards d'années. Le décollage est prévu à l'été 2020 pour un voyage de 8 mois. Le robot s'attachera à encapsuler les échantillons trouvés sur place et s'il présente un intérêt d'un point de vue biologique, autrement dit de traces de vie, reste à trouver le moyen de créer la mission qui permettra de les ramener sur Terre. Quelles belles images sélectionnées comme chaque jour par Soumaya Benaïssa. Voilà, dans un instant, c'est la une de vos quotidiens régionaux. Il reflète bien, vous le verrez, tous les thèmes de l'actualité ce matin. On les regarde ensemble dans un instant. À tout de suite. Voilà, c'est les thèmes du Club de la Presse aussi dans un instant, les mouvements sociaux et la réforme constitutionnelle. Deux des unes de la PQR ce matin, on commence par le courrier Picard. La SNCF va-t-elle payer, comme vous pouvez le voir à la une? La grève est lancée, mais impossible de savoir quel geste fera la SNCF en direction de ses abonnés impactés par la grève. Le Conseil régional est lui aussi dans le flou. Le courrier Picard, édition Amiens aujourd'hui. Pour la Nouvelle République, je vous le disais, les institutions en voie de réforme à la une du grand quotidien de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis pour La Voix du Nord, eh bien c'est le choix de titrer sur l'école à 3 ans. L'école à 3 ans, un cadeau pour le privé, point d'interrogation pour le grand journal du Nord, dirigé par Pierre Mauchamp. Et puis pour l'Union de Reims, une réforme pour accélérer la justice. La création d'un tribunal criminel pour juger les crimes punis jusqu'à 20 ans de réclusion est envisagée. Un revers pour le système de la cour d'assises. Pour le Berry républicain, l'État au chevet des villes moyennes. L'État veut redynamiser 222 villes moyennes avec un plan action cœur des villes financé à hauteur de 5 milliards d'euros. Le Berry républicain, un des journaux du groupe Centre France, décide d'y revenir aujourd'hui à sa une. Pour la Dépêche du Midi, ses commandes Daesh recrutés en Occitanie. 2 semaines après les attaques terroristes de Trèbes et de Carcassonne, le procès de la filière djihadiste de Lunel s'ouvre aujourd'hui à Paris. C'est en pages 2 et 3 de La Dépêche du Midi. Et je vous conseille ces articles. La Dépêche du Midi, rédacteur en chef Jean-Claude Souléry. Ce journal est dirigé par José Biosca. Pour la Provence, de Franz-Olivier Gisbert, SOS Médecins. Les violences contre les généralistes et les spécialistes augmentent, insultes, menaces et parfois des coups. Les Bouches-du-Rhône se distinguent. 163 agressions signalées en 2017 dans cette région. C'est à la une de la Provence. Pour le Télégramme, dont le directeur éditorial de l'information est Hubert Coudurier, le rédacteur en chef Samuel Petit. Non, l'hiver n'a pas été si horrible. Entre les tempêtes, la pluie, le froid et même la neige, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'hiver qui vient de se terminer a paru bien rude à bon nombre de Bretons. Et pourtant, les chiffres de Météo France sont formels. Ces 3 derniers mois ont été plus ensoleillés que la normale en Bretagne, contrairement à d'autres régions en France. Ça, nous le savions. Voilà, d'ailleurs, on regarde la météo un petit peu avant 8h, comme vous le savez, la météo des territoires. Dans cette matinale d'info, et à 8h, c'est François Patria, le président du groupe La République En Marche, sénateur de la Côte d'Or, qui sera notre invité politique. Club de la Presse maintenant, avec Jérôme Cordelier. Bonjour Jérôme, rédacteur en chef des éditions locales du Point. Merci d'être là. Et Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Cyril. Notre partenaire, et Ouest France est le plus grand quotidien français, tout court d'ailleurs. Les 2 thèmes que nous allons aborder ce matin dans le Club de la Presse, le mouvement social, je vous le disais, 2018 est-il mai 68? Ouest France à sa une répond que non. On verra ça dans un instant. Et puis, la réforme constitutionnelle. Avec vous, Jérôme Cordelier, nous examinerons les conséquences politiques des annonces d'Édouard Philippe. Et avec vous, Patrice Moyon, de Ouest France, le point de vue des territoires sur cette réforme annoncée. Projet de réforme constitutionnelle, présenté hier par Édouard Philippe. Le projet de réforme des institutions mécontente la droite et la gauche. Jérôme Cordelier, unanimité. Unanimité curieuse. Parce que d'abord, c'était une réforme attendue. Ensuite, c'est une réforme populaire. 9 Français sur 10, apparemment, ils sont favorables. Et troisièmement, la droite et la gauche qui poussent des cris d'orfraie maintenant, y étaient favorables. Je veux dire, dans les programmes de François Fillon, je crois qu'il voulait réduire de 30% le nombre de parlementaires. Alain Juppé, pour la primaire, allait même jusqu'à 50%. Oui. Sarkozy
voulait le faire. François Hollande, ils étaient prêts, tout était dans les cartons, enfin le dossier était parfaitement prêt. Donc vraiment c'est... Une nouvelle ambition, a dit le Premier ministre hier. Il ne s'agit ni de revenir à la 4e République, ni de passer à la 6e. Il s'agit de revenir aux sources de notre 5e République, a dit le Premier ministre. Oui, exactement. Et c'est vrai, avec plus aux sources de la 5e République, là, ça peut être un peu discutable, parce qu'il y avait une présidentialisation du régime, comme vous le savez, sous De Gaulle, très importante. Donc revenir le gouvernement gouverne, le Parlement légifère et contrôle quand même. Voilà, donc ça serait revenir au texte plus. Mais dans la pratique institutionnelle de la 5e République, il y a quand même une centralisation du pouvoir que Emmanuel Macron là se met bien dans le suivi de la pratique institutionnelle. Mais c'est vrai qu'il faut donner un peu plus de pouvoir au Parlement. Alors maintenant, ce qui va se passer politiquement, c'est savoir avec qui. Parce que pour l'instant, ce qui est vrai, c'est pas leur faire injure. On a quand même une majorité parlementaire, surtout à l'Assemblée, un peu godillot, quoi. Donc, comme on disait sous le général de Gaulle. Donc, voilà, il faut aussi accepter le pluralisme démocratique et le pluralisme parlementaire. On va décliner un petit peu pour que les téléspectateurs comprennent ce matin. 30% de parlementaires en moins, 60 députés élus à la proportionnelle. Ce sont les principales mesures du projet de réforme des institutions, qui prévoit aussi de limiter le cumul des mandats dans le temps pour les communes de moins de 9000 habitants. Alors, on va se tourner vers Patrice Moyon, représentant de la presse quotidienne régionale, Ouest France, ce matin sur ce plateau. Quelles conséquences pour les territoires, Patrice Moyon? Alors, Édouard Philippe s'est déjà engagé à ce qu'il y ait au moins, dans chaque département, un député et un sénateur. Donc ça, effectivement, il répond quand même aux inquiétudes sur la fracture territoriale. Je pense aussi qu'il répond aux inquiétudes qui avaient été exprimées pour les élus locaux sur le non-cumul, c'est-à-dire pas plus de 3 mandats, sauf dans les communes de moins de 9000 habitants. Moi, je ne suis pas sûr qu'à travers cette réforme, la France réponde au défi institutionnel qui est le nôtre aujourd'hui. Parce que ni François Hollande, ni Emmanuel Macron, finalement, aujourd'hui, ne s'attaquent à l'écheveau, l'entrecroisement des responsabilités. Donc l'empilement, comme on le dit. L'empilement, on veut faire des économies. Certes, on en fera peut-être un petit peu, mais on a bien vu avec les régions, avec François Hollande, qu'on n'allait pas faire tant d'économies que ça. Et ensuite, c'est la question, si on veut que la démocratie fonctionne bien, c'est quels moyens on donne effectivement au Parlement pour travailler. Alors, la diminution du nombre de parlementaires est majoritairement jugée source d'éloignement du terrain. Et alors, pour Bruno Retailleau, le sénateur Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, sacrifierait les territoires les plus fragiles, c'est vrai ? Écoutez, je pense en tout cas, c'est une vraie question. On est dans un pays où il y a quand même un éloignement aujourd'hui entre la capitale et les régions. Il y a un certain nombre de territoires qui se sentent abandonnés. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder vraiment de près. Jérôme Cordelier, la proportionnelle. Oui, c'est aussi une chose absolument attendue. Alors la proportionnelle, c'est attendu. Ça ouvre la porte aussi à l'expression. 15%, voilà. C'est ce qui a été préconisé. Ça ouvre la porte à l'expression de partis un peu plus en marge extrémistes. Donc c'est plutôt. Mais Marine Le Pen n'est quand même pas contente. Oui, mais c'est une aumône, Marine Le Pen. Une aumône à la démocratie, elle a dit. Pardon ? Une aumône à la démocratie, a-t-elle dit. Oui, de toute façon, même si on avait ouvert encore plus, elle n'aurait pas été contente puisque elle en fait profession. Mais la proportionnelle est quelque chose aussi qui remet de la démocratie dans le fonctionnement des institutions parlementaires. Alors après, la vraie question, évidemment, c'est la fracture territoriale. Moi, je ne pense pas sincèrement que la réduction des parlementaires entrave la fracture, renforce la fracture territoriale. Je pense que c'est quelque chose de très populaire, c'est attendu. Tout le monde dit qu'il faut se moderniser sur ce plan-là. C'est comme la limitation du cumul à 3 mandats dans le temps. 3 mandats dans le temps. À droite, on craint une remise en cause du fait majoritaire quand même. C'est quand même important. C'est-à-dire trouver une majorité. Oui, alors ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faudra trouver une majorité et puis surtout il va falloir permettre, ce qui n'est pas le cas, il y a eu beaucoup de nouveaux entrants, comme on dit, dans le Parlement et spécifiquement parce que c'est là où se font les débats plus animés qu'ici. Ici, au Sénat, c'est une maison un peu plus où on travaille plus le fond des dossiers en recul. Mais à l'Assemblée nationale, il va falloir trouver quand même des parlementaires. Il va falloir miser sur des parlementaires qui portent des dossiers et qui portent la contradiction surtout. Il va falloir que
le pouvoir central, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, acceptent la contradiction et que cette contradiction s'exprime au Parlement. Pour être tout à fait complet sur cette affaire de proportionnel, à gauche et à l'extrême droite, on juge que 15%, c'est une aumône. Je l'ai dit pour l'extrême droite, c'est valable aussi à gauche. Patrice Moyon, à gauche, à l'extrême gauche, vous voulez. Bien sûr, à l'extrême gauche. Le contingentement des amendements, alors là, le gouvernement a cédé là-dessus. Oui. Oui, il a cédé. Donc, Bon, il faut dire que ça avait suscité une levée de bouclier de la part des députés. Bah, écoutez, la question, effectivement, c'est de savoir si on permet au Parlement de travailler dans des conditions satisfaisantes. Est-ce qu'on laisse au Parlement son rôle à la fois de proposition et puis d'enrichissement des textes? Est-ce que l'exécutif, là-dessus, ne voulait pas, au fond, un peu moderniser aussi les processus que ça dure pas trop longtemps, des choses qui agacent un peu les Français, non, Jérôme Cordelier? Oui, c'est ça. Il faut aussi éviter un petit peu l'obstruction parlementaire. Mais pourquoi il a cédé le gouvernement là-dessus? Même sur ce point, on a fait énormément de progrès. Et moi, je suis d'accord avec mon confrère. Les amendements, c'est quand même une source de vie démocratique et parlementaire. Donc, c'est quand même bien. Il y a beaucoup d'amendements techniques. Il n'y a pas que des amendements qui sont là pour bloquer un processus. Surtout que de plus en plus, les parlementaires ont à l'esprit qu'il faut moderniser, avancer, réformer. Enfin, je veux dire, en majorité, on n'est plus à l'époque, vous savez, il y a les parlementaires pour utiliser leur temps de parole qui lisaient l'annuaire téléphonique en séance, quoi. Alors, il faut dire que ces textes qui vont partir au Conseil d'État dans les prochains jours devraient passer en Conseil des ministres le 9 mai. Le gouvernement espère que la première lecture de ces textes à l'Assemblée se déroulera avant la pause estivale. Donc, l'exécutif vise désormais 2019. On a reculé là aussi. Oui, on a reculé. Et puis, je crois que pour les mandats, c'est en 2032, je crois, pour les petites communes de 9 000. Voilà, donc il y aura du temps pour des discussions, y compris avec les petites communes auxquelles vous êtes attaché, Patrice Moyan. Mouvement social 2018 n'est pas mai 68, c'est la une de Ouest France. Oui, c'est la une. Pourquoi ? C'est la une de Ouest France. Vous allez à contrario de ce qu'on lit sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Oui, effectivement. Alors, il y a la tentation parce que dans un pays où on aime bien célébrer les anniversaires, donc on fait la comparaison, on est 68-2018. Nous, Ouest France donne ce matin la parole à une historienne, qui est l'ancienne présidente de Paris 8, Danielle Tartakovsky, qui dit, mais écoutez, ça n'a rien à voir. Alors, la société a changé, dit-elle. D'abord, la société a complètement changé. On n'est plus dans le même contexte politique. On n'est plus non plus dans le même contexte syndical. On avait 10 ans, ça suffit. Il faut se souvenir avec le général de Gaulle, on avait un président qui était âgé. Là, on a un président qui est jeune. Et puis, on était encore dans les 30 glorieuses qui ont été suivies par les 30 piteuses. Donc, on est dans un contexte de crise. Donc, je pense que en revanche, il y a peut-être un point de comparaison qui est juste. Mai 68, c'est les étudiants. Et c'est déjà à l'époque Alain Peyrefitte qui propose la sélection à l'université, la mise en concurrence des universités. Donc on retrouve les mêmes thématiques, on retrouve la même mobilisation des étudiants, et on voit bien aussi, 50 ans après, que c'est compliqué de réformer la France, puisque c'est les mêmes questions qui sont posées. Jérôme Cordelier. Oui, le contexte est complètement différent, et puis surtout, il y a moins de mobilisation syndicale qu'en 68. Le Parti communiste est beaucoup moins fort, les syndicats sont beaucoup moins forts. On est dans un contexte économique global, vous l'avez rappelé, totalement différent, il n'y avait pas de mondialisation, enfin bref, le contexte n'est pas du tout. Maintenant, mai 68, c'est quelque chose pour les nostalgiques, pour les anciens combattants, donc maintenant, on est passé à autre chose, et l'analogie est vraiment très curieuse. Mouvement social 2018 n'est pas mai 68, à la une de Ouest France, spécialement un titre important, avec une grande photo ce matin. Jérôme Cordelier, la une du Point National, et sur le pape, un chef que vous qualifiez de géopolitique, un chef géopolitique, un dossier de 13 pages, c'est beaucoup pour le Point. Alors, de quoi vous assurez certainement le salut éternel, à vous en tout cas. Ça, j'en sais rien, c'est pas moi. Non, surtout, on a voulu s'intéresser au pape politique et non pas au pape spirituel. Il y a beaucoup d'articles sur... À quoi joue le pape François ? Voilà, il y a beaucoup d'articles sur
comment il n'arrive pas à réformer l'Église, etc. Mais ça, j'avoue, c'est un débat au sein de l'Église. Non, là, c'est Trump, Erdogan, voilà, Poutine, en fait, le pape, Xi Jinping, Emmanuel Macron. Depuis 5 ans, le pape, discrètement, essaye de déminer des conflits un peu partout dans le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Vatican, avec le pape François, est redevenu un peu un carrefour diplomatique. Il a reçu 90 chefs de gouvernement et d'État. Il reçoit Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump, en sortant de son bureau, j'en fais état dans l'article, dit « Je me souviendrai de ce que vous m'avez dit ». Il intervient en Turquie, il a reçu Erdogan, il s'est battu contre Erdogan. Il tient la dragée haute un peu. Sans être irrespectueux, vous posez la question, il est courageux ou il est démago? Alors voilà, c'est vous qui posez la question. Sur le fond de sa pensée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, il va un peu loin et tout, mais en fait, il est en train de semer des cailloux dans la mémoire publique de choses qui sont importantes. Parce que regardez l'état du monde, il y a une augmentation des populismes, des régimes de plus en plus autoritaires. Et en fait, le pape, alors que beaucoup d'icônes ne sont plus sur la place publique, est un des hommes maintenant publics qui est en train d'incarner une autre façon de penser la mondialisation et surtout un moment de détente. La critique qu'on peut faire, Jérôme Cordelier, c'est qu'il traite quand même avec tous les régimes, y compris les moins recommandables. Voilà, c'est ce que dit un de ses conseillers, j'ai longuement interviewé à Rome, qui s'appelle Andrea Riccardi, qui est le fondateur de Sant'Egidio. Sant'Egidio, c'est une ONG catholique où il y a 60 000 membres présents dans 70 pays. Mais ils leur apportent pas leur caution en faisant ça? Non, c'est pas la caution. Au contraire, il essaye de déminer les conflits. Par exemple, si Trump et le chef de la Corée du Nord s'installent autour d'une table, c'est parce qu'il y a eu l'intermédiation directe du président de la Corée du Sud, qui est un catholique pratiquant, et parce que le pape y a été il y a 3 ans à Séoul, il a dit il faudrait un chemin vers la réconciliation et la paix. Il intervient un peu dans tous les conflits, et au péril de sa vie. Il a été en Centrafrique, un des seuls leaders a été, il a risqué, il a été au Caire après les attentats contre les Coptes pour serrer la main au recteur d'El-Azhar en Égypte. Jérôme Cordelier, 13 pages sur le pape, à quoi joue le pape François à la une nationale du Point. Merci Cyril. Ce matin. À tout de suite, Jérôme Cordelier. À tout de suite, Patrice Moyon. François Patria sera notre invité dans quelques minutes, le président du groupe La République En Marche, sénateur de la Côte d'Or, et vous débrieferez à la fois l'actualité et ses propos qu'il tiendra sur ce plateau juste après la météo des territoires. Le temps qu'il fait aujourd'hui et dans les Outre-mer, les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.